merci aux organisateurs de m'avoir invité au nom des pouvoirs publics. Merci à Denis Mola d'accueillir ce premier sommet. C'est une belle façon également pour lui, dans ce lieu historique de la librairie Mola, de fêter les 120 ans de la librairie à la façon dont il sait le faire, c'est-à-dire de façon très technophile. C'est un homme de tradition et c'est aussi un homme de technologie. Je crois que c'est assez symbolique de ce point de vue-là que ce premier sommet ait lieu à Bordeaux dans sa librairie. Alors, je vais parler pour les pouvoirs publics. C'est peut-être un peu étonnant, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, peut-être pour les Américains, en tout cas, de voir les pouvoirs publics parler dans un colloque ainsi de professionnels, même si pour les Français, c'est plus traditionnel de voir les pouvoirs publics s'exprimer sur tous les sujets, finalement. Cela étant, je l'assume parfaitement, en tout cas, mais il est vrai que, alors qu'il y a essentiellement des professionnels, surtout des professionnels de l'édition dans la salle, il me semble que tous les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, les questions de standardisation, d'interopérabilité, de portabilité des contenus du livre, et puis peut-être d'autres industries culturelles, si on prolonge un peu les courbes, ne peuvent prospérer totalement, à mon sens, en tout cas en Europe, sans un support politique et un accompagnement politique important. C'est une dimension, me semble-t-il, fondamentale de ce projet, et je vais en dire quelques mots. Alors pourquoi les pouvoirs publics, puisque c'est à ce titre que je suis là, ont accompagné le projet d'implantation du EDR Lab à Paris. Pouvoirs publics, à la fois le ministère de la Culture que je représente et le Centre national du livre, qui est un établissement qui dépend directement de lui, et le ministère de l'économie, le gros ministère de l'économie français, qui s'est complètement impliqué aussi dans ce projet, qui montre que pour le gouvernement français, il y avait véritablement un enjeu. Je pense déjà qu'il y a deux objets fondamentaux auxquels le gouvernement, et je pense que d'autres gouvernements en Europe, essayent de répondre avec un tel soutien apporté au labo. Le premier, c'est un objectif, d'une certaine manière, de respect, même s'il n'y en a pas beaucoup ici, ils sont plutôt dans la librairie, de respect du consommateur, de respect du lecteur. Le consommateur, on en parle souvent dans l'industrie de l'édition, on le voit assez rarement. Et c'est vrai que pour un ministère comme le ministère de la Culture, qui est un ministère qui défend d'abord, dans les sujets que nous abordons, le droit d'auteur, en France, le ministère de la Culture, c'est le ministère du droit d'auteur, eh bien, nous avons un peu l'habitude, finalement, de défendre, je dirais, même à notre corps défendant, la vision des auteurs, des créateurs, peut-être davantage que celle des consommateurs. Eh bien, ce dossier nous permet de renverser un peu les choses et de parler du point de vue des consommateurs. Et ces consommateurs, eh bien, ma foi, il est important que, pour qu'ils aient envie de lire des livres numériques, qu'ils passent cette transition du livre imprimé à le livre numérique, eh bien, ils puissent avoir finalement une modalité d'usage, d'accès, une expérience, comme on dit également, qui puisse être assez semblable finalement à celle du livre imprimé. Et dans le livre imprimé, si j'achète mon livre à la librairie Mola, eh bien je ne vais pas être obligé de le lire indéfiniment chez Mola, même si c'est une belle librairie, que ça peut avoir son intérêt de venir lire dans la librairie Mola. Mais enfin, je ne suis pas enchaîné finalement au magasin dans lequel je me trouve, si agréable soit ce magasin, quel que soit l'intérêt de l'expérience que me propose ce magasin. Or, dans le monde du numérique aujourd'hui, les choses sont organisées de telle façon que je suis lié à cette expérience-là qu'on me propose. Elle peut être intéressante, agréable, mais je suis lié. Et il est très difficile, quand je suis un lecteur, eh bien, ma foi, d'avoir la même expérience que celle que j'ai avec cet objet physique qui existe depuis plusieurs siècles, qui est le livre papier. Et pour l'instant, pour nous, c'est un problème. Donc nous sommes centrés et nous essayons d'être centrés sur le problème du consommateur. Et puis, bien entendu, comme nous sommes au ministère de la Culture, nous sommes aussi centrés sur l'autre bout de la chaîne, celui des auteurs. Et un auteur, que veut-il finalement s'il donne à publier à un éditeur ses livres au format numérique? Eh bien, il veut avoir une certaine forme de sécurité. Il ne veut pas effectivement que ces contenus soient disséminés un peu partout sur l'univers du numérique. Et puis, je ne veux pas parler à la place des auteurs, mais je peux penser qu'un auteur aussi, ce qu'il souhaite, c'est que son livre soit disponible au format numérique de la manière la plus large possible et pas uniquement chez monsieur untel ou chez monsieur untel qui est l'intermédiaire de vente et qui kidnappe d'une certaine façon le consommateur. Et donc, quand je suis auteur, j'ai aussi finalement
la volonté d'avoir, au-delà de cette médiation des grandes plateformes ou des distributeurs, une relation directe avec mon lecteur, avec ce consommateur qui aime mon œuvre et qui souhaite la lire. Et donc pour ça, pour la sécurité, eh bien, ma foi, il faut qu'on ait des mesures de protection. En tout cas, aujourd'hui, l'industrie n'a pas trouvé mieux. Donc, ces mesures de protection, elles doivent être favorables à l'expérience du consommateur. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, et nous le disons très sérieusement. Et puis, il faut aussi, finalement, que eh bien, ma foi, je puisse faire en sorte que ma volonté d'auteur, qui est distribuée de façon très large, ne doit pas médiatiser par des intermédiaires qui parlent en mon nom et qui expriment par leur contrat avec le consommateur, soi-disant ma volonté, alors que ma volonté n'est pas exactement celle-là. Et donc, d'une certaine manière, en parlant interopérabilité, en parlant standard, on réunit à la fois deux éléments qui sont opposés, le droit de l'accès du consommateur, celui qui lui permet d'avoir confiance dans son contenu, et puis celui de l'auteur, et on réunit effectivement le droit de l'accès et le droit d'auteur. Et je dirais même, d'une certaine manière, que j'ai prononcé ce mot de confiance dans l'économie numérique, que ce besoin de sécurité de l'auteur, il sera d'autant plus affirmé que le consommateur saura que le bien qu'il achète est un bien d'une certaine manière permanent, est un bien durable, peut-être pas aussi durable, peut-être pas avec les mêmes droits que l'achat d'un livre lui permet d'acquérir, mais que ce qu'il achète ne risque pas de s'évanouir en un clic, qu'il ne risque pas de le perdre en changeant de matériel, et qu'il puisse donc avoir une certaine confiance. Et cette confiance, c'est aussi une forme de lutte contre le piratage et la contrefaçon. Donc cette manière de réunir le point de vue du consommateur et celui de l'auteur, de défendre le droit d'auteur et du consommateur, est quelque chose d'important pour nous. Deuxièmement, au-delà de ces grands principes qui animent l'action de la France et d'autres pays en Europe, nous travaillons beaucoup avec d'autres pays, il y a des objectifs de politique publique également. Et ces objectifs de politique publique, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est un objectif de diversité de l'édition, de la production éditoriale. Et qui dit diversité de la production, de la production éditoriale, dit aussi diversité des canaux de distribution. Si les canaux de distribution sont extrêmement concentrés, eh bien, ma foi, il nous semble qu'il y a un risque pour la diversité de la production du secteur créatif et des éditeurs. Et donc cet objectif de concurrence, c'est un objectif que nous poursuivons en luttant contre un certain nombre de phénomènes plus ou moins monopolistiques de concentration de l'activité économique qui sont fondés précisément sur les silos verticaux et technologiques. Alors, ça n'est pas forcément un objectif facile à plaider, à démontrer, parce que ces silos technologiques, c'est un peu comme Janus, vous le savez, ils ont une double face. Certains disent que le monopole technologique, pendant en tout cas un certain temps, peut favoriser et peut aider les entreprises à investir très fortement en technologie, en conservant leurs investissements, et que donc les monopoles technologiques sont des facteurs d'innovation. Et puis d'autres disent que les monopoles technologiques sont aussi des facteurs de rente, d'une certaine manière, et que ce sont les moyens, effectivement, de conserver des positions acquises, sans précisément que l'innovation soit au rendez-vous. Eh bien, il faut prendre parti dans la vie, et le parti du gouvernement, c'est le parti de la rente et du mauvais monopole. Et donc nous avons incontestablement, et nous poursuivons un objectif de diversité, de concurrence, comme celui que nous avons depuis bien longtemps poursuivi avec notre système de prix fixe pour la diversité des canaux de distribution. Et la librairie Mola est un excellent exemple de la réussite de cette politique. Le deuxième élément et le deuxième objectif poursuivi, c'est un objectif de service d'une certaine manière, de vision d'un certain nombre de publics tout à fait spécifiques. Et la politique française, en ce moment, travaille beaucoup, mais au niveau européen, elle rencontre bien d'autres initiatives en ce sens, en direction de deux types de publics importants et pour lesquels la réponse en général ne nous semble pas forcément ou pas totalement adéquate. Ces deux publics, ce sont les publics du handicap, l'accès pour le handicap. Parce qu'effectivement, le développement des technologies numériques et des standards constitue incontestablement pour nos concitoyens handicapés une promesse de meilleur accès, une promesse de pouvoir mieux lire et dans des conditions de monsieur tout le monde d'une certaine manière.
Et l'autre public important, c'est le public des concitoyens qui vont dans les bibliothèques. Et nous avons en France un réseau de bibliothèques extrêmement important, et la politique du livre en France, comme dans d'autres pays, c'est à la fois une politique de régulation du secteur économique, mais une politique de l'accès des concitoyens, facile en tout cas, de ceux qui n'ont peut-être pas un accès très aisé, parce que socialement ça n'est pas possible, à travers le réseau des bibliothèques, et notre réseau de bibliothèques est important, et les bibliothécaires en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, ne veulent pas être les laissés pour compte du développement du digital et du numérique, et veulent aussi participer à cette grande aventure et pouvoir délivrer des contenus, peut-être pas dans la même façon ou selon les mêmes principes, totalement de manière homothétique, mais en tout cas, selon de nouvelles règles, délivrer des contenus comme ils le faisaient pour le livre physique, et puis d'autres contenus, d'autres types de médias également. Donc ces deux publics, nous essayons effectivement de répondre à leurs besoins, et il se trouve que la standardisation et les questions d'interopérabilité sont évidemment au cœur de la réponse à apporter à ces populations. La population du handicap, je crois que des conférences ont été faites juste avant la mienne sur ce sujet. Nous rénovons aujourd'hui une forme de réponse, en tout cas qui est apportée traditionnellement, pour faciliter l'accès à ces publics, qui est la forme de l'exception au droit d'auteur. La Commission européenne, très souvent, effectivement, pour favoriser le développement de l'accès à un certain nombre d'usages, qui sont des usages culturels prioritaires ou d'accès au savoir, développe une politique de limitation du droit d'auteur. Et la limitation du droit d'auteur, effectivement, parce que le ministère de la Culture et le ministère du droit d'auteur, ça n'est pas forcément, ou du fair use pour parler aux Américains, ça n'est pas forcément quelque chose que nous aimons beaucoup. Et il nous semble que dans cette réforme que nous apportons aujourd'hui à l'accès pour le handicap, grâce aux standards, parce que les standards, le EPUB 3 aujourd'hui, et l'interopérabilité permet et offre cette possibilité et cette promesse, nous pouvons résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire à la fois garder une forme d'exception, mais également favoriser l'inclusion de nos concitoyens handicapés parmi tous les publics en développant un marché nativement numérique, une proposition commerciale native en dehors du fair use et de l'exception au droit d'auteur, parce que précisément, grâce à ces technologies, aujourd'hui, l'accès aux livres peut se faire dans des conditions tout à fait identiques pour les concitoyens handicapés et pour les autres concitoyens. Donc cela favorise à la fois le respect du droit d'auteur et une politique d'inclusion, en tout cas, de nos concitoyens handicapés. Le deuxième élément, les bibliothèques. Eh bien, ma foi, la Commission européenne, là aussi, pense exception au droit d'auteur, limitation, parce qu'il n'est pas normal que les bibliothèques demandent l'avis de l'auteur et l'autorisation de l'auteur pour développer ou délivrer du livre numérique. Et que c'est plus facile avec une forte limitation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans nos pays, en tout cas en Europe, le prêt du livre imprimé se fait sous le régime d'une forme de limitation au droit d'auteur. Nous pensons, nous, effectivement, que il n'est pas besoin de limitation au droit d'auteur, à la condition que, eh bien, ma foi, l'industrie, les auteurs soient capables de délivrer aux bibliothèques et à leurs lecteurs une expérience absolument normale de lecture, sans DRM problématique et sans verrouillage des devices, de façon à ce que quand je vais dans ma bibliothèque avec l'outil de lecture que j'ai acheté, je puisse accéder sans aucun problème à des fichiers qui soient là aussi totalement interopérables et qui me permettent d'avoir une expérience de lecteur extrêmement correcte. Donc ces deux publics sont pour nous aussi un fer de lance qui nous permettent de dire que la politique de standardisation, d'interopérabilité, et donc favoriser les acteurs qui jouent cette carte-là, au-delà des grands silos verticaux technologiques, est une politique de bon sens et que nous souhaitons mener. Alors vous allez me dire, tout ça est très bien, mais d'un point de vue opérationnel et au-delà des incantations que les pouvoirs publics savent bien faire, comment fait-on pour arriver à ce point de vue-là? Quelle politique mettons en œuvre et comment se coordonne-t-on entre pouvoirs publics et professionnels pour aboutir à ce type de résultats? Le premier point que je voudrais souligner, c'est que, évidemment, même si nous sommes très contents d'être en France et très contents d'être à Bordeaux, une telle politique ne se mène pas uniquement au niveau national. Pour nous, effectivement, et c'est le sens de l'implantation du laboratoire, même s'il est à Paris, une telle politique est forcément une politique que c'est le poids au niveau au moins européen. Bien entendu, transnational, c'est incontestable, mais pour nous qui sommes européens, le bon espace de réflexion, c'est l'espace européen. Et d'ailleurs, depuis un certain temps,
les pouvoirs, les autorités européennes ont marqué leur intérêt pour ces problématiques. Je rappellerai tout simplement que, d'une certaine manière, la réflexion a été fortement accélérée en Europe par un rapport qui a été publié en 2013 par les réseaux de libraires, c'est intéressant également de le souligner, par la Fédération européenne des libraires, un rapport sur l'interopérabilité, les formats de standardisation, qui a été rendu à la Commission européenne, et la commissaire européenne à l'époque au digital, qui s'appelait Nelly Kroes, qui était une dame assez forte dans ses convictions, s'était exprimée de façon extrêmement claire, c'était dans un article du Guardian à l'époque, en 2013, en disant « Le temps est venu d'adopter des normes ouvertes pour les livres numériques, comme c'est déjà le cas pour d'autres domaines de l'économie numérique. » Autre exemple assez intéressant d'actions de ce type, ce sont les actions multilatérales ou bilatérales entre les différents États de l'Union pour essayer de mettre en place des politiques coordonnées de ce point de vue-là. Et il se trouve que, bien ma foi, nous avons un bon allié depuis 1945. D'une certaine manière, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays ami depuis cette date-là. Merci à nos collègues allemands d'être présents. Et en tout cas, il se trouve que nous menons traditionnellement avec l'Allemagne sur un certain nombre de sujets, des politiques tout à fait coordonnées. Et je dois dire que sur les questions de livres numériques et de transition numérique du livre, nous avons une vue avec les professionnels allemands tout à fait convergente. Alors je ne dis pas les institutions publiques allemandes parce que l'Allemagne est un pays fédéral et le pouvoir n'est pas très facile à trouver. Mais quand on le trouve, c'est aussi une politique de convergence totale de ce point de vue-là. Et nous avons déclaré, il y a eu une déclaration entre les ministres de la Culture allemands et français en 2014, c'était Madame Filippetti, qui était tout à fait nette dans ce sens pour effectivement lier nos deux actions au niveau de l'Allemagne, du point de vue de la Commission, dans le sens de la standardisation et de l'interopérabilité. Et puis, je dois dire que notre cadre vraiment opérationnel de travail aujourd'hui, mais c'est celui que nous donne la Commission européenne depuis l'arrivée de M. Juncker, l'actuel président, et du dévoilement de son agenda numérique, l'agenda numérique de la Commission au mois de mai dernier, l'agenda numérique de la Commission, c'est-à-dire la feuille de route de travail sur vraiment tout le panel de l'économie numérique, pas seulement le publishing, mais vraiment tout le panel, disait très explicitement, de ce point de vue-là, que, bien ma foi, l'interopérabilité, la portabilité était une politique qu'il fallait suivre, car de toute façon, la Commission avait adopté une telle politique dans bien d'autres secteurs. Je me rappelle qu'au début des années 2000, il y a eu des directives extrêmement importantes qui ont été prises pour la portabilité des numéros de téléphone. Voilà quelque chose qui est fondamental pour le consommateur et pour la vie des gens. Mais dans bien d'autres secteurs, dans le secteur de l'administration, ces questions sont abordées. Donc voilà notre cadre de travail. Dans ce cadre de travail, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un certain nombre de choses. Le cadre de travail de la Commission, ça veut dire des lois, ça veut dire des directives, effectivement. Et des directives, depuis quelques mois, il y en a toute une quantité qui arrive sur le marché, je dirais, sur le marché de la législation européenne et du travail des administrations des États. Et c'est à travers ces propositions de directives, dans les différents secteurs, que nous sommes amenés à travailler, d'ailleurs pas seulement le gouvernement français et les gouvernements étrangers, mais également tous les professionnels, puisque lorsque la Commission légifère, elle le fait à travers des plateformes extrêmement ouvertes. C'est le gouvernement comme plateforme. Tout le monde peut s'exprimer, effectivement. Et d'ailleurs, les professionnels se sont très souvent exprimés sur ces sujets. Il y a deux voies possibles, à notre sens, et nous l'avons travaillé avec les professionnels français. Ce sont des éléments que nous souhaiterions, en tout cas, mettre sur la table des gouvernements étrangers. Il y a la voie du droit d'auteur. Aujourd'hui, la directive sur le droit d'auteur est ouverte, elle fait beaucoup parler d'elle, mais c'est un vecteur qui nous semble intéressant. Mais il y a surtout, et c'est une nouveauté parce que les éditeurs sont aussi d'accord pour travailler de ce point de vue-là, il y a aussi toutes les directives qui rénovent le droit de la consommation dans l'univers numérique et le droit de la fourniture de contenu numérique. Et il nous semble peut-être plus pertinent de travailler sur ces textes relatifs à la consommation avec un certain nombre d'idées que nous souhaiterions développer, et en particulier une idée qui est finalement assez inspirée, et bien ma foi, de la manière dont, du point de vue du prix, de la maîtrise du prix et de la maîtrise de valeur, le segment créatif, c'est-à-dire celui des éditeurs principalement, a réussi, en France par une loi, aux États-Unis par la forme contractuelle du mandat, de préserver la relation directe avec le consommateur en contournant, d'une certaine manière,
ceux que je ne nommerai pas ici, mais enfin un certain nombre d'acteurs extrêmement puissants de cette industrie, et en rétablissement d'une certaine manière un lien direct. Il nous semble qu'il faut travailler, et c'est une piste à mon avis prometteuse, sur une révision des modes contractuels qui lient le lecteur à la plateforme et à l'éditeur. Et qu'en révisant ces modes contractuels, nous y avons déjà beaucoup réfléchi, eh bien nous pouvons créer finalement deux relations. Une relation de fourniture de services qui lie le consommateur à la plateforme et une relation de fourniture de contenu qui lie l'éditeur, qui est le titulaire du droit d'auteur, à son auteur et qui permet d'organiser une forme de pérennité des contenus pour le lecteur. Il nous semble que c'est une forme de réflexion assez prometteuse sur laquelle nous souhaitons travailler dans l'avenir et effectivement inviter les autres pays à la table de discussion. Et puis, bien entendu, cette politique de législation qui va toucher peut-être aux formes de contrats, à des nouveaux contrats de délivrance tout à fait spécifiques au domaine numérique, elle ne peut, à notre avis, être soutenue que par une politique de standardisation très active qui soit menée par l'industrie, effectivement. Si le produit est bon, bien ma foi, on l'adoptera, mais également par un accompagnement politique également. Et c'est un accompagnement que nous souhaitons que les autorités communautaires, là aussi, accompagnent, mettent en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aidé l'implantation du Lab à Paris et que c'était quelque chose qui nous semblait tout à fait essentiel. Nous attendons donc de ces travaux et de ce laboratoire, bien entendu, des propositions très opérationnelles parce qu'il faut que ça marche, il faut des solutions, il faut que ces solutions soient implémentées par l'industrie, que l'industrie s'en empare et que petit à petit les choses marchent. Et puis nous attendons, bien entendu, et je suis ravi de voir que beaucoup de langues s'expriment aujourd'hui, que cette initiative... nous avons eu beaucoup de discussions avec Bill McCoy, qui a été une initiative que nous avons portée en France, en concurrence avec d'autres pays. C'est une initiative qui a fait que Paris a été le lauréat de l'implantation de ce laboratoire, puisse être, et c'est fondamental, absolument européenne, en tout cas que toutes les énergies des États européens s'allient, parce que la politique du livre, la politique de l'édition, c'est une politique de la culture, mais ce doit être aussi une politique industrielle. Et de ce point de vue-là, l'Europe n'a pas montré tout ce qu'elle pouvait faire et tout ce qu'elle savait faire encore, et il y a de gros progrès. Et nous espérons, en tout cas, et c'est comme ça que je terminerai cette petite allocution, que le Lab, qui commence effectivement dans ses bureaux de Paris, et grâce à cette première initiative, ce premier sommet, sera un des ferments importants, essentiels de cette politique. Voilà, je vous remercie. Claire de l'implication des pouvoirs publics français et européens, dans toutes les actions qu'on est en train de commencer. Vous avez pas mal parlé de protection, d'interopérabilité, de standardisation. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle ? S'il vous plaît. Bonjour Monsieur Georges, j'avais juste une petite question. Donc vous avez très bien détaillé la politique du gouvernement pour lutter contre les silos technologiques. Il y a quelques jours, il y a la chaîne TV5 Monde qui a annoncé alors c'est simplement un concours, mais organisé avec Amazon autour de contenus autopubliés par des auteurs en devenir peut-être. Et je me demandais comment une chaîne publique pouvait justifier finalement de faire un partenariat avec Amazon alors qu'à côté il y a une stratégie qui est mise en place pour lutter contre de tels acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe dans la politique du coup qui est mise en place ? Écoutez, merci de me signaler cette affaire parce que je ne la connaissais pas. J'en connais en revanche une autre qui liait le ministère de l'Éducation nationale au même acteur pour la publication des contenus du ministère de l'Éducation nationale. Et je peux vous dire que là, et je pense que les éditeurs présents dans la salle pourront le confirmer, l'action du ministère de la Culture, de ce point de vue-là, a été extrêmement forte et une réaction extrêmement immédiate. Il nous semble tout à fait dommage, effectivement, je le dis là aussi sans aucun problème, à titre personnel, mais là aussi je pense pouvoir le dire comme représentant de la ministre de la Culture, que des acteurs européens, des acteurs nationaux, parce que nous avons quand même de bons professionnels de ce point de vue-là, ne puissent pas, en lien avec le monde et l'industrie de l'édition, faire des propositions au ministère de l'Éducation nationale et que nous soyons obligés
de passer effectivement par un certain nombre d'acteurs qui ne jouent pas le jeu que nous souhaiterions voir jouer de ce point de vue-là, le jeu de la transparence, le jeu de l'ouverture. Et nous l'avons regretté, et nous l'avons expressément regretté. Je dois dire qu'ailleurs qu'aujourd'hui, la ministre de la Culture rencontre son homologue de l'Éducation nationale, et ma foi, dans les services, on fait en général des fiches et des argumentaires pour préparer ce genre de discussion, et dans les fiches que nous avons prévues, et ça sera relayé par Madame Azoulay, il y a précisément le fait que nous avons pointé ce partenariat qui nous semble tout à fait dommageable, et j'espère, en tout cas, je le dis très sincèrement, qu'il n'ira pas plus loin que les quelques essais qu'il a mis, qui ont été en tout cas divulgués par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je ferai remonter, effectivement, je ne manquerai pas de faire remonter ce que vous me signalez, que j'ignorais, j'en suis tout à fait désolé. Vous savez bien que Canopé, de toute façon, est un établissement public sous tutelle, qui n'a pas des fonds propres versés par le ministère de l'Éducation nationale et qui fait appel à des entreprises du coup, pour des offres de services. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de souscrire à l'offre d'Amazon. Je ne pense pas que ce soit ça. Non, je ne vais pas faire de polémique ici, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. D'accord. J'attends quand même la réponse à ma question dans les prochains jours. Dans les meilleurs délais. Très bien, merci.